Alors, j'allais presque oublier que nous sommes le 14 février, et ce qui est, me semble-t-il, une bonne opportunité pour pouvoir questionner le couple. Qu'est-ce que c'est que... Comment faire un couple autrement? Quand on a divorcé ou qu'on a vécu en fait plusieurs expériences amoureuses qui ne réussissent pas, ben, en tous les cas, chez moi, c'est vraiment une espèce de d'habitude de me dire, de re-questionner les sujets où je vis des difficultés pour pouvoir euh, vibrer la bonne fréquence, trouver la bonne fréquence. Et donc, du coup, si moi, je suis au clair sur ce que je cherche, alors il y a plus de chances que déjà je puisse trouver la bonne personne. Ce qui m'a éclairé par rapport au couple, c'est tout le travail chamanique que j'ai fait l'année dernière sur le couple intérieur. C'était vraiment super intéressant de prendre conscience à quel point, déjà, bon, ça je le savais depuis longtemps, mais il y a une part de féminin et de masculin à l'intérieur de moi, mais qui est en résonance avec le féminin et le masculin de mes parents. Il y a toujours en fait une répétition des choses que l'on reproduit malgré nous. Et je pense que c'est déjà le premier point, c'est que si tu rentres dans un couple, dans le couple, en cherchant l'homme parfait devant toi, eh bien, ça va forcément pas marcher en fait. Je vais mettre mon micro, ça risque de changer le son, mais je pense que ça sera mieux. Donc ça, c'est déjà hyper important de prendre conscience que on a une vibration propre et on a des blessures, des ombres, et que l'autre va forcément mettre en évidence tout ça parce que le couple est un terreau, j'ai envie de dire, un terreau pour grandir. Nous sommes là pour nous améliorer quelque part. Tant que l'on n'a pas compris que le couple n'est pas fait pour vivre heureux et avoir des enfants, etc., mais nous aider à devenir meilleurs, bah déjà, on part sur des mauvaises bases. On part sur des mauvaises bases parce que euh, on va vibrer encore une fois une fréquence et selon justement le travail que l'on a fait avant, eh bien, on va trouver des personnes qui viennent soit taper en fait sur notre blessure. Moi, par exemple, j'avais une grosse blessure qui était d'illégitimité et de manque de confiance en moi. Donc forcément, j'attirais, et puis une faille narcissique. Donc forcément, j'ai beaucoup attiré des gens, des hommes qui prenaient en fait, moi je donnais beaucoup, donc ils prenaient, mais ils ne me renvoyaient jamais en fait, enfin, ou très peu. Ils me renvoyaient des miettes. Mais voilà, tant que je jouais ce jeu-là, tant que moi je donnais et que je permettais à l'autre, je l'embellissais quelque part, je lui montrais ses belles parts et puis en plus je contribuais à jouer le faire valoir en fait. J'étais une espèce de faire valoir au service de son ego. Tant que je jouais ce rôle-là et que je n'avais pas vu ça en moi, eh bien forcément, j'ai attiré des personnes, des hommes qui m'ont renvoyé ce miroir, en fait. Ça m'a fait beaucoup souffrir, mais c'était très comment dire, c'était nécessaire, en fait, pour me faire évoluer. Et puis, j'avais aussi une grosse croyance que justement, euh, il, euh, il fallait que je paye, en fait. Il y avait quelque chose que je devais payer, en fait, pour mériter de profiter de la vie, en fait. Il fallait que je paye quelque chose, en fait. Donc, à chaque fois, mes relations étaient très souffrantes, en fait. Cette notion de souffrance, elle était très, très présente
partout dans ma vie, mais en particulier dans mes couples. Un coup, dépendance affective, mais ça s'est fait, ça a été super violent pour moi. Une autre fois, une personne qui m'était très chère qui est décédée. Donc, voilà, il fallait que... C'est comme si, voilà, c'est normal, hein, j'ai on va dire un profil type selon le Human Design martyr. Ben voilà, je devais incarner ce martyr à travers tous les pans de ma vie, quoi. Et puis, eh bien, c'est en faisant justement un travail personnel, à un moment donné, et ça a été très difficile pour moi parce que j'ai vu aussi qu'il y avait vraiment un problème de fusion à tel point que je pensais avoir un jumeau perdu. On m'a confirmé, enfin, on m'a dit que non, bah, j'ai encore des doutes, je ne sais pas. En tous les cas, j'avais ce besoin de fusion, certainement aussi en lien avec bah, mon début en fait d'arriver sur Terre, puisque j'avais une mère qui était dépressive, donc elle ne m'a pas nourrie. Voilà, il n'y a pas eu ce lien en fait maternel, ce sentiment d'appartenance, de fusion en fait avec la mère. Donc, j'ai essayé de retrouver ça. J'essayais de retrouver ça. J'étais toujours en fait dans des relations qui partaient, voilà, qui étaient voilà, très fusionnelles. Tout de suite, c'était le coup de foudre, quoi. On se disait je t'aime au bout de 2 jours, quoi. Et donc là, forcément, bah, dès que on va créer quelque chose en excès, il y a quelque chose excessif, voilà, on monte, il y a quelque chose en excès, il y a une loi des polarités qui fait que bah, forcément, on cherche l'équilibre. Donc, ça va vraiment, on va tomber de très haut, en fait. Mais c'est parce que je mettais, et c'est vraiment ce que j'aimerais euh, vraiment mettre en lumière et partager aujourd'hui, c'est que je mettais trop de pression sur mon couple. En fait, il y avait trop d'enjeux sur la notion de couple. Quand j'ai divorcé en 2008, ça date, hein, mon objectif, c'était de trouver quelqu'un. Et je me suis mise sur les sites de rencontres, j'ai fait des tas de choses. Voilà, c'était mon objectif. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, parce que dans ma lignée, dans les lignées de femmes, de ma famille, bah, on n'est rien si on n'a pas de mari. Et puis, j'ai envie de dire, c'est l'histoire de l'humanité, ça. On n'est rien sans un mari. On n'a pas de liberté financière, même si tu as un diplôme. Moi, ma mère était diplômée de médecine, mais n'empêche qu'elle est restée quand même prisonnière, en fait, de cette croyance qu'il faut un mari, en fait, à tout prix. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui nous tient et qui parfois nous empêche. Moi, je l'ai vu, hein, il y avait comme une espèce d'impossibilité, j'ai vraiment envie de dire ça comme ça, impossibilité de divorcer. Il a vraiment fallu que mon ex-mari me trompe pour qu'à un moment donné, je dise, bon, bah ok, d'accord, là, il va falloir faire quelque chose, quoi. Mais avant ça, je croyais que c'était moi le problème, je croyais que... voilà, et j'étais soumise, en fait. Même si j'ai un sacré caractère, même si j'avais ce sentiment de l'extérieur, je croyais, j'avais l'illusion de porter la culotte, comme on dit, de diriger mon couple. Mais en fait, je maîtrisais rien du tout. J'étais complètement, je m'empêchais de faire des tas de choses. Je n'étais pas libre. Donc ça, c'est vraiment hyper important. La clé pour moi d'un couple réussi, c'est déjà un couple dans lequel on ne met pas trop de pression, on ne met pas trop d'enjeux. Et pour ne pas mettre trop d'enjeux, eh bien, il faut déjà eh bien, avoir construit une harmonie à l'intérieur de soi, avoir fait la paix entre son féminin et son masculin, ce qui est pas une mince affaire. Donc, c'est un peu ce que l'on fait aussi en chamanisme, hein. On peut travailler là-dessus pour aller voir justement bah, les blessures, en fait, ce qui n'a pas été... enfin, ouais, les blessures, parce que souvent, en fait, quand on va voir le couple intérieur,
on se rend compte que, ah bah tiens, finalement, notre féminin, eh ben, il a 5 ans d'âge mental. Et puis, il peut avoir surtout, souvent, 6 ans d'âge émotionnel. Donc, bah oui, pas étonnant que quand l'autre s'en va ou l'autre ne fait pas ce que je veux, c'est panique en fait. Bah oui. J'ai 6 ans, en fait, j'ai réagi comme une enfant de 6 ans. J'ai beau avoir 50 ans ou 40 ou rien, j'ai la maturité émotionnelle de 6 ans parce qu'il y a une blessure, parce que du coup, à chaque fois, évidemment, je vais attirer le couple qui vient frotter sur, qui est là pour me montrer cette blessure-là. Mais il y a d'autres moyens que d'aller les voir. C'est plus facile, en fait, de voir ces blessures avec un thérapeute que avec un mari, parce qu'il y a des enjeux et c'est beaucoup plus difficile à voir, en fait. Et puis, pareil, sur le côté spirituel et pareil, sur le côté physique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment hyper important de prendre conscience que, j'ai envie de dire, moins tu vas avoir besoin, en fait, d'une relation. C'est toujours pareil, hein. D'ailleurs, on le voit bien, hein, quand on dit tout toujours, c'est quand tu ne cherches plus que tu vas trouver. Mais ça vient d'où ça? Ça vient justement du fait que si tu cherches, tu vas. Voilà, il y a une tension. Alors, il y a des fois, c'est sûr, si tu fais rien, si tu sors pas et que tu fais rien, il va pas te tomber du ciel. Mais si tu es voilà, sur les sites à longueur de journée, moi je me souviens à l'époque, quand j'ai divorcé, j'étais sur les sites de rencontres et dès qu'une personne en fait m'écrivait, paf, je répondais et puis j'essayais de me montrer sous mon meilleur jour. Voilà, sur le site, je me mettais moi-même comme un objet, en fait. Donc, après, il ne faut pas que je vienne me, me plaindre, en fait, que les hommes abusaient de moi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un podcast que j'ai entendu justement là, récemment, qu'une amie m'a transféré sur le, 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 quelque part le drame en fait des sites de rencontres. Et donc je peux en parler puisque je les ai vraiment beaucoup pratiqués. Et c'est sûr que alors moi j'ai été sur vraiment beaucoup de sites AW. Un des premiers sur lequel je t'ai mis c'était AW, c'était un des premiers sites de rencontres. Bon, là l'avantage c'était que j'étais à Paris, donc du coup on pouvait rencontrer les gens en vrai. Mais néanmoins, ou Mythique, voilà. Mais Mythique, c'est comme Tinder aujourd'hui. Euh, Moi, je me mettais sur Mythique et après, bah, je venais me plaindre que finalement, les rencontres que je faisais, c'était surtout, on venait surtout pour abuser de moi, quoi, quelque part sexuellement. Mais ça, c'est vraiment important de prendre conscience que, ben oui, tu attires là où tu vas, en fait. Là encore, il y a des espèces d'égrégores, des énergies. Tinder, c'est gratuit, et ça a vraiment, enfin, ça a la réputation que c'est en fait, c'est-à-dire c'est un bésodrome. Si tu y vas pour rencontrer, pour faire une rencontre avec quelqu'un de délicat, bah, tu as une chance sur 50 millions. Alors que si tu vas sur d'autres sites de rencontres qui sont, on va dire, plus de tendance, voilà, qui portent plus tes valeurs écologiques, comme voilà, Green Lover ou ce genre de choses, ce genre de site, bah, déjà, tu vas t'adresser à une autre population. Donc, c'est comme aller... comment je pourrais comparer ça? Oui, si tu vas au supermarché, tu rencontres des personnes différentes que quand tu vas au marché, quoi. Donc, faut pas s'étonner, en fait. Tu peux pas à la fois aller sur des sites de rencontres qui sont hard, comme si tu allais chez, imaginons, oui, il y avait d'ailleurs à l'époque, je ne sais pas s'il existe encore, ce site vraiment qui était là pour des personnes qui avaient des relations extra-conjugales. Et c'était même clairement affiché, un truc que je trouvais ça un truc hallucinant. C'est sûr que quand tu vas sur ce site de rencontre, faut pas t'attendre à avoir un homme qui te soit fidèle.
Alors, nous, les femmes, on a parfois l'illusion de croire que nous sommes celles qui allons changer l'autre. Mais c'est n'importe quoi, ça. Voilà, faut revenir sur Terre, quoi. Donc, c'est vraiment important de prendre la responsabilité. Et si tu as des histoires amoureuses chaotiques, bah, il faut que tu prennes les bonnes décisions, et deux, que tu travailles sur ton couple intérieur pour voir quelle est la part, en fait, de toi qui te manipule. Peut-être que c'est un féminin qui a tellement besoin d'amour et qui a tellement pas conscience de sa valeur que, en fait, voilà, elle va donner le pouvoir à l'homme, et elle va attendre, en fait, que l'homme va la valoriser. C'est ce que je me souviens avoir eu une cliente comme ça qui était venue complètement catastrophée. Elle vivait une situation, mais vraiment un enfer avec son mari qui était hyper jaloux, etc. Et quand je lui ai demandé comment c'était au début, elle me disait, ah bah oui, c'était super. Euh, et j'ai vite compris que, en fait, son mari, au départ, la flattait. Donc, elle s'est fait avoir, entre guillemets, par son ombre, en fait, par un manque d'amour de soi, et qu'elle est allée chercher à l'extérieur. Tant que l'on va chercher à l'extérieur, souvent, c'est soit un besoin de reconnaissance pour les femmes et un besoin de sécurité, et pour bah, les hommes, ils cherchent en effet quelqu'un qui va les aimer, en fait, un soutien, en fait, quelqu'un qui va les soutenir, comme la maman, en fait, qui leur fait voir leur valeur intrinsèque. Voilà, donc, bon, finalement, on est pas mal en miroir. Donc, et tant que l'on dépend de tout ça, eh bien, bah forcément, à un moment donné, l'autre va en fait rentrer dans les failles. Ce sont des failles. C'est pas autre chose. Et s'il y a cette faille-là, c'est encore une fois, tu vis ça, ce sont ce que l'on appelle des couples de guérison. Donc, il faut souvent passer par plusieurs couples de guérison avant d'arriver sur la personne voilà, avec laquelle tu vas pouvoir vivre une bonne histoire. Alors maintenant, tu peux me dire, mais oui, mais Carole, je ne comprends pas, parce qu'il y a certaines personnes qui rencontrent leur âme sœur vraiment très tôt, et oh là là, qu'est-ce qu'elles ont de la chance. Ouais. Alors c'est vrai, je me suis posé cette question-là, comment ça se faisait? Et ça, c'est souvent des vieilles âmes qui sont venues s'incarner, qui ont souvent des parcours de vie très très compliqués, qui très tôt perdent leurs parents, que ce soit physiquement pour de vrai ou symboliquement, et donc du coup, leur compagnon va jouer le rôle d'un guide, en fait, du soutien pour les aider, en fait, sur leur chemin, de la même manière d'ailleurs que d'autres vont faire des enfants, et que les enfants vont être, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là parce que c'est pas le but, mais une raison de vivre. En tous les cas, au départ, c'est ça qui va vraiment motiver la personne à rester debout, et qui va lui permettre de continuer son chemin, même si voilà, c'est galère, en fait. Donc voilà, c'est un peu des exceptions, mais voilà, si tu vis des galères, bah, c'est que aussi peut-être, ça c'est intéressant aussi, c'est que si tu as une vie où par exemple tu as beaucoup d'expériences amoureuses, j'ai envie de dire, oui, tu as un spectre assez large en fait d'expériences, eh bien peut-être que une de tes missions de vie, c'est justement de partager en fait tes expériences, de tirer des enseignements, et ensuite de rassembler tout ça pour pouvoir le transmettre. J'ai parmi mes amis une belle âme qui, à un moment donné, se posait beaucoup de questions, voilà, qui avait des gros problèmes, qui traversaient un gros problème de couple. Et finalement, voilà, quand je me suis posée, que j'ai écouté, je me suis dit, mais en fait, toi, t'as vraiment eu des expériences très riches, en fait, voilà, des expériences même homosexuelles, etc. Donc, ça faisait d'elle
une belle enseignante en ce qui concerne la sexualité, sans jugement. Et donc, en effet, elle s'est lancée là-dessus, ce qui a d'ailleurs réglé pas mal les choses, parce que justement, elle a mis moins d'importance sur son couple et elle s'est prise en charge. Ce qu'elle projetait sur son couple, parce qu'elle sur son homme, elle voulait absolument que, elle attendait qu'il se mette en action, mais finalement, lui n'était qu'un miroir d'elle. En fait, elle était bloquée et c'était plus facile pour elle de projeter en fait de secouer son mec plutôt que de se secouer elle. Donc une fois qu'elle s'est prise en main, bah voilà, les choses se sont naturellement dénouées en fait. Donc ça c'est aussi hyper important de comprendre que le couple, c'est une énergie en fait. Quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ce n'est jamais tout l'un ou tout l'autre en fait. On est en miroir souvent. Donc, c'est d'où l'importance d'avoir une communication qui soit très riche, en fait. Voilà ce que j'avais à transmettre sur le couple. J'essaie de voir... oui, alors, un autre sujet sur la sexualité, bon, on pourrait en faire un sujet à part, là aussi. Récemment, j'ai eu une personne qui est venue me voir parce que elle me disait, bah, voilà, c'est une personne qui avait eu une expérience, un parcours assez riche d'expériences de couple, etc. Mais surtout sexuellement. C'était quelqu'un qui se dit qui a eu en tous les cas des pratiques très dominantes et qui, là, depuis quelques années, est en couple et sa compagne n'est pas dans ce rapport dominant-dominé. Et il a accepté ça. Et au bout d'un moment, eh bien, il s'est rendu compte que son couple, finalement, il était heureux dans son couple, mais il a commencé à se poser la question si, quelque part, il n'avait pas fait trop de sacrifices par rapport à ses désirs sexuels dans sa vie de couple. Alors, il faut bien comprendre que déjà, quand on a un désir sexuel qui est là encore très exacerbé, c'est certainement qu'il y a déjà une énergie, l'énergie sexuelle, il faut bien comprendre que c'est aussi une énergie vitale. Donc, qu'est-ce que ça vient dire euh, de ton besoin d'exprimer ton énergie de vie, forcément dans la sexualité? Et il y a une invitation à rééquilibrer, en fait, les choses. Donc là, en fait, il a en effet mis en fait un peu sous cloche son énergie sexuelle. Enfin, il a une activité sexuelle, il a des relations sexuelles avec sa compagne, mais pas comme il voudrait, pas de cette intensité-là. Et oui, on aime les choses intenses. Quand on est des hypersensibles, on aime des choses profondes, intenses. Et là, en fait, là où il est bloqué, c'est que il a mis cette intensité dans le côté ombre, en fait. Le dominant-dominé, c'est le côté ombre. Alors, encore une fois, toutes les expériences sont bonnes à vivre, mais en tous les cas, pour l'avoir là aussi traversé, je sais que c'est pas, en tous les cas, du point de vue de la femme, au bout d'un moment, moi, ça m'a pas donné une image de moi super géniale. Hein. Et pour moi, l'intensité d'un rapport un peu hard comme ça, on peut avoir une sexualité un peu sauvage. Ça, c'est OK. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire c'est OK ou c'est pas OK, mais pour moi, c'est une vibration haute d'aller exprimer en fait le côté sauvage, là, génial. Si on est, encore une fois, deux personnes consentantes, pas de souci. Mais je m'interroge sur, et ce n'est que des questions, hein, sur quelque part un côté excessif, le côté l'ego, voilà, de se laisser embarquer par son énergie sexuelle. Et à partir du moment où l'énergie sexuelle, en fait, n'est plus maîtrisée, eh bien, ça conduit à des dérives. Donc, c'est là où, pour moi, ce n'est plus OK. Et pour l'avoir vécu, en tant que femme, c'est super important
d'être toujours, et c'est ça le problème, c'est que voilà, si tu ne peux pas faire confiance à ton partenaire, tu dois être toujours sur le qui-vive pour maîtriser, pour dire non. Voilà, c'est hyper important de rester, pas sur le qui-vive d'ailleurs, c'est pas juste ce que je viens de dire, c'est pas sur le qui-vive, mais c'est dans la présence. Et à la fois, c'est vrai que quand on est dans un acte amoureux, bien, on peut de temps en temps voilà, monter un peu dans des sphères où on vit vraiment un moment super haut et super d'extase, mais il faut rester dans cette présence. C'est vraiment important pour justement ne pas tomber dans le côté abus. Mais en tous les cas, ce que je voulais dire, partager, c'est que pour moi, la façon plus lumineuse, en tous les cas, d'aller exprimer le côté intense, c'est d'aller explorer eh bien, une sexualité beaucoup plus sacrée, en fait, qui est la, le côté comment je dirais, régénérateur en fait de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, voilà, elle nous traverse et à la fois, voilà, c'est un cycle en fait. Et quand on vit ça en fait dans le couple, c'est le côté un peu tantrique en fait. C'est la connexion du sexe et du cœur. Et c'est là, on est dans une sexualité qui est à la fois intense, qui nourrit, voilà, qui nous remplit en fait de l'intérieur et qui régénère. Et alors qu'à l'inverse, l'énergie de la domination est une énergie purement sexuelle qui est déconnectée du cœur. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas vibratoirement, elle n'est pas nourrissante en fait. Et la femme souvent le perçoit avant l'homme. Voilà, en tous les cas, c'est mon expérience. Moi, je me suis vraiment rendu compte de ça. Mais évidemment, quand on a des blessures, quand on a une énergie, quand on porte des mémoires d'abus à l'intérieur de soi, bah forcément, là aussi, on va attirer à soi des abuseurs. C'est normal, ça fait partie des processus. Donc voilà, c'est le genre d'expérience qu'on va pouvoir faire qui est très désagréable, mais si j'avais passé ma vie à dire ah bah ouais non mais en fait il y a que des connards parce que en fait c'est tous les mecs sont des abuseurs sans essayer de voir bah, qu'est-ce que la vie était en train de me montrer et de travailler là-dessus et donc du coup de pouvoir ensuite une fois que j'ai guéri cette blessure là eh bien j'attire à moi des personnes qui ont fait aussi un chemin sur lui et là c'est magique en fait, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est vraiment hyper important de reprendre, encore une fois, la responsabilité, de ne pas être dans l'attente que l'autre bouge. Moi, ça, c'est vraiment un truc ne venez pas me voir en me disant oui mais Carole quand même moi j'ai un mari regarde lui il a un comportement qui est négatif. Bah oui mais tu l'as choisi ce mari, c'est bien pour une raison. Ah oui mais il a changé. Bah oui non c'est juste que tu t'as pas voulu voir au départ et ça à tous les coups c'est la même histoire. Au départ comme on a envie de vivre une belle histoire, comme on a envie d'être en sécurité, d'être dans les bras, blablabla, ben, en fait, il y a des choses que on les voit, mais souvent, on ne leur donne pas justement toute la place. Alors que ben, si on met les sujets ou les doutes au devant et qu'on continue et qu'on sympathise avec la personne et qu'au bout d'un moment, voilà, il faut être vraiment conscient de là où tu vas en fait et envers qui tu t'engages. Donc, si l'autre à un moment donné se révèle tout d'un coup quelqu'un d'autre, c'est simplement que tu n'as pas voulu le voir avant. Voilà. Je t'invite à voilà, juste rassembler tout ça dans ton cœur et encore une fois, de voir à travers toutes ces expériences-là l'opportunité de voir en fait des ombres de ton féminin et de ton masculin. Voilà. Et de guérir ça. Et plus, par exemple, moi, pour avoir encore une fois ces blessures d'abus, plus j'ai appris à me positionner en fait face à des hommes
qui pouvaient parfois abuser de ma gentillesse et justement d'être hyper vigilante, d'être présente à ce qui, voilà, à chaque moment presque de me dire, voilà, est-ce que je suis bien, est-ce que c'est mon mental qui est au centre, qui est au centre en fait quand je rentre dans une relation. Ça, c'est vraiment aussi une question hyper pertinente à se poser. Qui, qui dit oui à l'autre quand je l'embrasse pour la première fois? Je me suis souvent rendu compte que c'était la petite fille qui disait oui à l'homme pour faire plaisir à l'homme et non pas la femme qui disait oui. Donc après, évidemment, j'en tire les conclusions, j'ai des expériences qui en découlent. Je te laisse avec ça. À très bientôt.